Voilà, nous sommes en pays valenciennois, nous sommes à Anzin très précisément, nous allons y passer la semaine. Donc nos caméras sont installées ici à l'ESAT du Hainaut, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec son directeur. Mais nous n'allons pas que parler de l'ESAT, au contraire, on va mettre un petit peu en lumière tout ce qui s'y passe autour de l'APEI du Valenciennois. Nous avons son président qui est avec nous, Monsieur Maillot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans l'un de vos 13 établissements. Parlez-nous un petit peu, Monsieur le Président, de l'APEI du Valenciennois. Alors l'APEI du Valenciennois fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste qui s'appelle l'UNAPI, donc à l'échelon national. Et il est né donc juste après la guerre, suite aux parents qui voulaient rompre le silence par rapport au handicap de leur enfant. Les parents à l'époque avaient des enfants en situation de handicap qui rarement atteignaient les 20 ans, mouraient avant, ou alors on les retrouvait dans des hôpitaux psychiatriques, ou alors à la maison sans avoir d'accompagnement adéquat. Après la guerre, donc, il y aura une rupture du silence. Beaucoup de parents vont se lever. Il y a une première association qui verra le jour et qui existe toujours aujourd'hui sous le nom de l'ADAPI du Rhône et qui prendra naissance donc en 1948. Leurs premiers travaux seront vite d'établir des établissements, d'abord un IME et ensuite un IM Pro. Ça, c'était en 1948. Les années qui suivront verront beaucoup plus le mouvement s'étoffer. En 1950, un monsieur qui s'appelle Léonce Maléco créera, lui, les papillons blancs. En 1955, une autre association, les Hirondelles, seront créées. Et ils fusionneront en 1960 pour créer justement l'UNAPI. Alors les premiers travaux de l'UNAPI sera justement de travailler sur les lois. Les premières lois qu'on va trouver sur le handicap intellectuel seront issues de l'UNAPI. Donc sur la dignité, le respect de la personne et la protection de cette personne et de son enfance et la sauvegarde de ses intérêts matériels. Beaucoup d'associations verront le jour à cette époque-là. 1961 verra le jour de l'APEI du Valenciennois qui sera créée sous l'impulsion de deux autres APEI, celle de Cambrai et de Nain, qui viendront expliquer à Valenciennes qu'il est nécessaire de créer cette association. Et elle naîtra donc le 5 janvier exactement 1961. Le premier établissement verra le jour à Valenciennes. Il existe toujours. C'est l'Eau Vive, qui est un IMP à l'époque, qui est aujourd'hui qui est regroupé avec un autre établissement, mais qui accueille des enfants donc, avec une déficience intellectuelle. Un peu plus tard, en 1965, le premier IM Pro verra le jour à Anzin, sous le nom de La Tourelle. Et en 69, le premier ESAT, il y aura une ébauche d'ESAT qui sera commencée aussi sur le site ici, justement à Anzin. En 69, on aura pratiquement l'essentiel des besoins à l'époque pour subvenir sur le territoire d'Anzin, avec 115 enfants accueillis et 15 adultes. La plupart des associations du Nord seront créées aussi à cette époque-là. Aujourd'hui, dans le Nord, on a 9 associations, 8 dans le Pas-de-Calais, et si on regroupe avec l'Hauts-de-France, c'est 26 associations sensiblement de taille identique à la nôtre. Donc, bien sûr, nous travaillerons autour de valeurs, la solidarité entre les familles, ce qui est primordial, l'action militante, le respect de la personne, la reconnaissance de sa citoyenneté, la promotion et la défense de cette personne, et aussi quelque chose qui est très important, c'est l'éthique d'engagement avec les professionnels. Aujourd'hui, l'APEI a bien grandi puisqu'elle accueille 1600 personnes environ, qui sont réparties sur à peu près un peu plus de 1000 adultes, un peu plus de 500 enfants donc dans les IME. Et donc au niveau des adultes, nous avons à peu près 600 personnes qui travaillent en ESAT. L'association, c'est aujourd'hui 100 salariés, de la personne d'entretien jusqu'au médecin. Nous accueillons des personnes à partir de la déficience légère jusqu'à des déficiences un peu plus lourdes. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a encore beaucoup de manques, mais on y travaille. Et c'est l'aspect militant aussi de notre association qui fait qu'on travaille vraiment pour essayer d'avoir le maximum des besoins. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui seraient encore en demande de place et que vous ne pourriez pas encore honorer? Tout à fait. Aujourd'hui, la liste d'attente pour entrer en ESAT est d'à peu près 10 ans. Ah oui. Pour entrer en IME, elle est un peu moins, mais c'est à peu près la même chose. Je vais dire plutôt 7 ans, 7-8 ans.
Pour entrer en foyer de vie, là, il n'y a pas de limite parce qu'il faut qu'une personne décède pour libérer une place. Donc c'est pratiquement impossible. Et voilà, aujourd'hui, par exemple, une personne qui sort de l'ESAT à la retraite, il n'y a pas de solution pour elle. Et puisqu'il y a de la demande, pourquoi on ne continue pas les développements? Alors ça, il faudrait poser la question à nos pouvoirs publics. Ouais. Faute d'argent, sûrement. Faute d'argent, faute d'envie peut-être. Et puis aujourd'hui, on essaye de nous dire, faites avec ce que vous avez et ce sera bien, quoi. Oui, mais on constate qu'on laisse encore, je ne sais pas combien d'handicapés et de familles, du coup, sur le bord du trottoir. Absolument. Absolument. Je vous laisse continuer. Oui. Donc, notre association, qui est une association loi de 1901, donc qui est régie sur les mêmes règles, donc est constituée de ses adhérents. Les adhérents sont vraiment... ce sont les maîtres, en fait, hein, ce sont nos patrons, qui élisent donc le conseil d'administration tous les 3 ans, et le conseil d'administration élit le bureau tous les ans. Donc moi, personnellement, je suis réélu chaque année. Donc, comme je disais, donc, nous avons 13 établissements et 10 services, dont un siège. Et donc, à l'époque aussi, quand on a créé l'association, 2 autres secteurs auraient pu créer une APU également. C'est le secteur de Saint-Amand et Condé, mais ils ont préféré se joindre à Valenciennes pour créer une plus grosse association et aussi avoir plus de poids. Cela étant, ces secteurs-là ont voulu garder leur caractère propre. Et il y a toujours une antenne aujourd'hui sur le secteur de Saint-Amand et de Condé. Pour avoir justement favorisé le militantisme et puis l'accueil de proximité. Voilà, au niveau parental. Donc sur chaque territoire, nous avons essayé, enfin l'APU a essayé d'avoir l'accompagnement maximal pour les enfants et adultes, ce qui fait que sur chaque secteur, on a au moins un IME et un ESAT pour accompagner les personnes. Nous avons ensuite sur un autre secteur un foyer de vie, 2 foyers d'accueil médicalisés, 3 ESAT qui sont sur 4 secteurs, une entreprise adaptée et une maison d'accueil spécialisée. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des établissements. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, puisqu'on parle des ESAT, vous avez à côté de vous le directeur de l'ESAT Atelier du Hainaut qui nous reçoit aujourd'hui. On va lui laisser justement le micro et la parole. Alors, Monsieur Majka, merci déjà de nous avoir permis de découvrir votre établissement. Martin nous montre justement les images puisque nous avons eu l'occasion d'aller visiter vos ateliers ce matin. On en parle un petit peu de votre ESAT. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Vous êtes combien? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors comme le disait Monsieur Maillot, l'ESAT fait partie du travail protégé adapté du Valenciennois, composé de 3 ESAT et d'une entreprise adaptée. Pour ce qui est de l'ESAT du Hainaut, c'est l'ESAT, on va dire, le premier ESAT de l'association du travail protégé, qui bénéficie d'un accueil de 212 équivalents temps plein, ce qui correspond, avec les personnes à temps partiel, à 240 personnes accueillies à peu près, en moyenne. Au niveau des personnes accueillies, on accueille effectivement des personnes qui sont porteurs d'une déficience intellectuelle, avec aussi des handicaps associés. Et au niveau des métiers, l'offre de services en fait de l'ESAT est très diversifiée, comme celle d'ailleurs du TPAV, avec des métiers qu'on va retrouver un peu, on va dire classiquement, on va dire dans des établissements, voilà, le conditionnement ou voilà ou l'espace vert, et aussi avec des métiers, on va dire un peu plus à connotation artisanale et industrielle. On va retrouver par exemple un atelier métallerie qui va travailler pour des grandes entreprises du secteur au niveau du ferroviaire. On va également avoir un atelier de menuiserie aujourd'hui qui travaille aussi pour l'industrie dans la caisserie et la palette, mais qui se diversifie aussi par du mobilier, par exemple sur mesure, qui peut être produit soit pour des entreprises, soit pour des particuliers. Et on essaye bien évidemment dans notre mission, qui est le développement des compétences des personnes et du parcours professionnel, de développer des nouveaux horizons dans leur métier. C'est pourquoi on forme aussi des personnes, on les implique de plus en plus dans la gestion logistique de notre établissement, par exemple, et ce qui leur permet d'avoir des parcours professionnels, on va dire, très diversifiés. Ici, dans le Valenciennois, il y a un fleuron de l'automobile très présent. Vous travaillez en sous-traitance pour l'automobile? Alors nous sommes plus positionnés, en tout cas au niveau des ateliers du Hainaut, sur toute la dynamique du ferroviaire, qui est aussi un des fleurons, on va dire, du secteur. Et on est principalement positionné sur ce secteur. D'autres ESAT du territoire sont en lien avec ce secteur automobile de manière un peu plus proche.
Alors on a vu en arrivant beaucoup d'activités autour du bois. Là aussi, c'est une activité que vous développez. Notamment, on peut peut-être même parler de recyclage, puisque on a aperçu que vous faisiez des meubles avec de la palette. C'est ça, vous faites du recyclage? Oui, alors c'est ça, effectivement, on travaille, comme je le disais, pour l'industrie, au niveau de la caisserie de la palette, mais on a également aussi diversifié notre activité par la création de mobilier avec du bois qu'on peut recycler de cette production et qui nous permet de faire des aménagements, des mobiliers extérieurs, type des petits salons de jardin en bois ou des bacs à fleurs qui permettent aussi d'agrémenter un peu les extérieurs. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs fait sur le site, ce qui donne aussi un aspect, on va dire, un peu du showroom des activités, des savoir-faire et des capacités de ce que font les personnes. Parce que ce qui reste notre cœur de métier, c'est bien que tout ce qui est produit par les actes, que ce soit pour l'industrie ou dans la créativité, les personnes sont bien partie prenante au projet et sont les créateurs actifs de ces objets. Alors ce qui nous a marqué en arrivant chez vous, c'est le degré d'implication des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. C'est clair que on a tout de suite retrouvé des gens qui étaient contents de venir travailler, quoi. Et ça fait partie justement de ce que vous leur inculquez, ou voilà, comment est née cette passion du travail, parce que c'est vraiment une passion du travail. Alors, je pense que ce qui est important, c'est comme le soulignait tout à l'heure Monsieur Maillot, c'est la force de nos valeurs. C'est-à-dire que nous sommes pour la promotion des personnes, voilà, et la reconnaissance des personnes. Et c'est ce qui guide, on va dire, notre métier quand on y vient chaque matin, c'est qu'on peut contribuer à la reconnaissance du handicap, au développement du handicap, parce que on peut imaginer très souvent que le handicap est synonyme de difficulté. Et bien évidemment qu'on tient, nous, en compte dans notre approche les difficultés des personnes, mais on voit aussi leur potentiel qu'on essaye de faire fructifier. Je pense que c'est cette valeur forte qu'on a de reconnaissance et d'accompagnement du handicap qui permet aux gens de se sentir épanouis et qui leur permet aussi d'avoir des désirs d'évolution dans leur métier, sachant que pour une personne handicapée, comme tout un chacun, il est très important de travailler et qu'il retrouve aussi une reconnaissance sociale et une utilité sociale par le travail. Très bien. Eh bien, merci, monsieur Machka, de nous avoir présenté votre ESAT. Si ça ne vous dérange pas, on y restera, nous, jusque vendredi. Avec grand plaisir. On est très bien ici. Vous allez rester avec moi, monsieur le président, si vous le voulez bien, parce que maintenant, nous allons accueillir une personne qui est madame Lampens, c'est ça, et elle va nous parler de l'IME. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Voilà, madame Lampens, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler d'une part déjà de l'IME, et puis j'aimerais surtout après que l'on s'attarde sur votre bébé, monsieur le président, mais quelque chose qui nous tient également à cœur d'accompagner dans sa promotion, puisqu'on va parler du DEPA, qui est en fait votre idée et qui va prendre naissance ici dans les Hauts-de-France et dont on va entendre parler sur l'ensemble du territoire français. Mais parlez-nous un petit peu, si vous voulez bien, Mme Lampens, de votre IME. Comment il fonctionne Alors, l'IME de la Cigogne est située donc sur le territoire du Pays de Condé, l'un des 3 territoires couverts par la PUI du Valenciennois, comme l'a dit monsieur Maillot. Donc, l'IME, c'est l'école des enfants en situation de handicap, en fait. Donc, on accueille des enfants, des enfants, des jeunes, des adultes, des adolescents, puisque l'accueil se fait de 6 ans à 20 ans, voire plus, quand ils bénéficient d'un amendement Creton dans l'attente d'une place dans le secteur adulte. Et ils ont donc une progression qui est faite à la fois des apprentissages scolaires, des apprentissages d'ordre cognitif, un travail sur la socialisation, sur l'autonomie, sur la vie quotidienne, sur l'ouverture au monde. Donc l'acquisition de tous les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être pour maintenir leur place dans la société. Et quand ils passent sur ce qu'on appelle, nous, le pôle adolescence,
on commence à regarder un petit peu leur avenir hein, en tant que personnes adultes, au regard de leurs difficultés, mais aussi, comme le disait mon collègue Monsieur Machka, au regard de leurs capacités, avec des jeunes qui vont intégrer soit les ESAT, comme vous êtes aujourd'hui, soit l'entreprise adaptée, soit un foyer d'accueil médicalisé, soit une masse en fonction de ses capacités, de ses besoins d'accompagnement et de prise en charge. Donc ce sont des jeunes qui peuvent faire leur carrière avec vous. C'est-à-dire qu'ils commencent à l'IME et après ils vont continuer leur parcours dans le travail adapté. Oui, alors on a eu pendant très longtemps des enfants qui rentraient à 6 ans, la fameuse barrière du CP. C'est important de le dire parce que ça va un petit peu étayer ce que M. Maillot va nous dire pour le projet d'après, c'est pour ça que je le précise, et qu'on avait jusque 20 ans, voire 21, 22, 23, le temps, comme je le disais, qu'ils trouvent une place dans le secteur adulte, là où elles sont trop peu nombreuses. Avec les politiques d'inclusion, qu'on ne peut pas ignorer, hein, avec lesquels on est directement articulé et dont on fait la promotion aussi. On est acteur de cette politique d'inclusion. On a commencé à avoir des parcours qui n'étaient pas 100% IME, c'est-à-dire qu'on accueille des enfants un peu plus tard, voire même parfois adolescents. Et on travaille leur dernière étape avant l'arrivée dans le secteur adulte, donc tout ce qui est la définition du projet, l'étayage du projet professionnel, le développement des aptitudes professionnelles, pour arriver en ESAT. Pour ceux pour qui ce ne sera pas le chemin de vie, parce qu'il y en a pour qui ce ne sera pas le chemin de vie, pour les préparer au mieux, avec toute l'autonomie dont ils auront besoin et la curiosité et la capacité à participer à des activités en fonction de la structure où ils iront. Alors, le souci, c'est effectivement qu'il y a des enfants que l'on va déceler en fait en déficience intellectuelle et on se rend compte quelques années plus tard qu'en fait ils n'étaient pas en déficience intellectuelle mais tout simplement peut-être en déficience sociale. Ils n'avaient pas les repères nécessaires à intégrer, j'allais dire, le circuit traditionnel et on en a fait en fait des handicapés mentaux qui ne l'étaient pas. C'est un petit peu ce qui vous a fait réagir et ce qui vous a amené sur ce projet, Monsieur le Président, non? Absolument. En fait, comme vous dites, c'est mon bébé, oui, mais je vais le dire avec un peu plus d'humilité parce que ça paraissait tellement évident que je me suis dit, on s'est dit, il y en a certainement d'autres qui ont dû y penser aussi avant, et c'est le cas, puisque Madame Lampense dira après, mais il y avait un exemple également qui a vu le jour sur l'île de la Réunion. Donc l'idée du projet, si vous voulez, comme vous le dites, avec les enfants, c'est aussi, je pense que c'est une première, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a un véritable partenariat avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, on trouve dans certains secteurs où il y a de la pauvreté, ou beaucoup de chômage, des enfants qui arrivent à l'école à 3 ans avec beaucoup de pertes de repères, avec des retards, dont on ne sait pas si ce sont des retards ou une déficience naissante. Et ça, les institutrices d'école maternelle sont les premières à déceler qu'il y a un dysfonctionnement. Faire la différence entre un dysfonctionnement et un handicap, ce n'est pas de leur ressort non plus. Cela dit, elles sont capables de voir que l'enfant... Il y a un problème. Voilà. Et c'est là que nous intervenons, parce qu'avec quand même notre expérience, nos expériences de 60 ans dans divers domaines, aujourd'hui nos outils, nos ressources humaines, on possède des psychologues, des psychomotriciens, pardon, et des orthophonistes, et ainsi de suite, des éducateurs, qui sont capables de déceler un problème s'il y a vraiment une déficience ou s'il y a un dysfonctionnement. Même si ce n'est pas notre rôle de diagnostiquer, c'est le rôle de la MDPH. On est quand même de faire une approche sur la personne, sur l'enfant. Et le prenant à 3 ans, on a beaucoup plus de chances de corriger un dysfonctionnement s'il y en a un, ou s'il y a vraiment une déficience, de la prendre très tôt et d'agir tout de suite et d'améliorer la vie de cet enfant. Voilà. Comme je disais, c'est un véritable partenariat. Je pense qu'on rend service aux institutrices d'école maternelle qui aujourd'hui applaudissent des deux mains, je pense qu'on peut le dire comme ça, et ça leur rend beaucoup service, ça leur rend énormément service. On en parle donc dans le fond du sujet du DPEA ? Oui, je vais passer la parole à Madame Lampense qui va techniquement rentrer plus dans le vif du sujet puisque c'est à elle qu'on a confié le bébé. Voilà. Sans l'eau du bain. Donc oui, alors c'est dispositif d'évaluation précoce et d'accompagnement. Le sigle signifie ça.
Donc c'est un projet qui a été monté de manière expérimentale. Alors c'est au hasard de journées nationales sur les CESAD qui sont organisées à peu près tous les 2-3 ans, qu'une expérience menée à La Réunion. Je me suis dit, tiens, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et à l'époque où M. Maillot nous a interpellés par rapport à tout ce qui était l'accompagnement précoce, le diagnostic précoce, je me suis souvenu que j'avais entendu parler de quelque chose. Et donc, je me suis penchée sur ce projet qui avait été développé à La Réunion, donc en demandant l'ensemble des informations. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce projet avait été développé à La Réunion de manière expérimentale et soutenu par l'ARS de La Réunion, l'Agence régionale de santé et les partenaires éducation nationale locaux, parce qu'ils avaient fait toute une étude sociologique de la population accueillie. Et quand on a lu en fait les éléments de cette étude, on s'est rendu compte que les caractéristiques des familles présentes et accueillies au sein du CESAD, puisque le CESAD c'est un service de soins, mais c'est pour des enfants qui sont encore dans le milieu ordinaire, puisque j'en dirige un également sur le pays de Condé, étaient très proches des indicateurs socio-économiques qu'on avait sur le pays de Condé. On retrouvait la paupérisation, le système de quartier avec un grand manque de mobilité, à la fois dû à une culture, mais aussi à un manque de réseau de transport en commun très important. La désertification médicale, c'est-à-dire déjà pas de médecin, mais alors prendre le tram pour aller à Valenciennes, etc. Donc à La Réunion, c'était pareil, les distances peuvent quand même être longues. Des familles qui, deuxième génération, sans emploi. Des familles avec des interpellations des services sociaux parce que des difficultés de logement, des difficultés dans la parentalité, des difficultés au niveau budgétaire. Et tout ça, c'est le pays de Condé. C'est les caractéristiques du pays de Condé. Donc on en a parlé avec l'ARS, avec la MDPH, avec l'éducation nationale. On est d'abord allé voir l'éducation nationale parce que le projet se fait avec les écoles maternelles. Et ils nous ont dit oui, ça nous intéresse, parce qu'effectivement, ce qu'évoquait M. Maillot, les institutrices, les instituteurs sont démunis parce qu'ils voient des choses et puis ils se disent... Vous êtes rendu là-bas Oui, on a rencontré, alors dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre d'acteurs incontournables. Donc on a rencontré l'inspecteur de circonscription qui est M. Sade. On a rencontré l'inspecteur qui est délégué plus particulièrement au handicap au sein de l'éducation nationale sur notre territoire, M. David. On leur a présenté, il nous a fait rencontrer les directeurs d'école maternelle qui ont conforté en fait que effectivement ce type-là d'approche, ils en avaient besoin. On a rencontré les enseignants avec qui on a travaillé les outils, l'approche, les modalités en fait d'interpellation du DEPA. On a été retardé par le Covid. Puisqu'on devait démarrer à la rentrée 2020, ça n'a pas été possible, donc on a démarré à la rentrée 2021. On a eu donc l'aval de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour un financement pour 2 années d'expérimentation, puisqu'actuellement, tout ce qui est diagnostic précoce, repérage précoce, accompagnement précoce, c'est un des volets des politiques publique et sociale en matière de handicap, puisque justement il faut soigner au plus tôt, accompagner au plus tôt, et donc il y a plusieurs expérimentations comme ça qui se mettent en place sur des dispositifs, et nous on sort un petit peu du lot parce que on est allé chercher quelque chose qui n'était pas proposé, c'est nous qui l'avons porté auprès de l'ARS qui nous fait confiance, la MDPH aussi, et donc voilà, donc on a mis ça en place avec donc ça a démarré quand l'expérimentation? Alors septembre 2021, donc juin 2021. Et quels sont les premiers retours? Alors les premiers retours, c'est qu'on a eu, on avait fait un petit calcul de proportion pour savoir combien de places on demandait. Donc on s'est inspiré aussi de l'expérience à La Réunion, de nombre d'élèves sur le territoire du pays de Condé, des élèves qui avaient été ciblés dans un premier temps, on est vraiment sur Condé, là, que Condé-Ville. Et on s'était dit on va partir sur 10 places. Donc effectivement, on a nos 10 situations, on en a refusé 2. Et on est avec, sur les 10 situations, aujourd'hui, on est avec 4 enfants qui relèvent d'un CESAD. Ouais.
On est avec un enfant qui n'est pas du tout déficient. Si on n'avait rien fait, je pense qu'il se serait retrouvé avec une notification MDPH, très clairement, au vu des observations des enseignants. On est avec 2 enfants pour qui on a pu mobiliser le dispositif de réussite éducative, qui est un dispositif inclusif de soutien à la parentalité et d'accompagnement de l'élève, qui est porté par l'Éducation nationale et la politique de la ville. Ouais. On a un enfant qui a été réorienté vers le CAMS. D'accord, puisqu'il avait besoin effectivement d'une prise en charge médico-sociale précoce, c'est la particularité du CAMS. Et on en a 2 qui sont en cours encore de bilan. Ouais. Puisque en fait, le DEPA, il se construit autour d'une démarche standard. C'est-à-dire que le DEPA, il y a des tests de première intention adaptés à la toute petite enfance de la part du psychologue. Il y a la mobilisation des familles. Ce qui est important, c'est ça. C'est qu'on fait avec les familles. Donc la mobilisation des familles qui remplissent une grille d'auto-évaluation, l'éducateur qui va observer l'enfant dans la classe, l'éducateur qui observe l'enfant dans une activité neutre en dehors de l'école, la psychomotricienne qui fait plusieurs bilans adaptés à la petite enfance. Ça, c'est le produit standard, je veux dire DEPA. Sachant que pour de nombreuses situations, en fait, on a aussi dans le DEPA, on a eu la chance d'avoir un financement pour d'autres bilans. Ce qui est facile parce que jusqu'à maintenant, quand les parents rencontrent un interlocuteur, on leur dit faudrait aller voir un ortho. Faudrait aller voir un neuropsychiatre. Faudrait aller voir un ergo. Vous avez tout rassemblé. Les familles de Condé sont en grande difficulté pour faire les démarches avec tous les éléments qu'on a cités elles-mêmes, et aussi parce que la ressource elle n'est pas disponible dans le quartier au bout de la rue. Hein. Donc là, le DEPA, lui, va aller chercher ces professionnels-là pour faire tous les bilans complémentaires. Donc on a été amené à faire des bilans ORL, à faire des bilans neuropsychiatriques, à faire des bilans ergothérapeutes, à faire des bilans orthophonie, mais au niveau de la mastication, de la déglutition, à faire à contacter le CRDTA par rapport à des problèmes éventuels autres, à faire intervenir des spécialistes de l'autisme pour voir si, parce qu'il y avait une suspicion très précoce de troubles du spectre autistique. Et ça, c'est facilitant parce que j'ai une expression, moi, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a des CESAD, il y a les PMI, il y a les PMI qui font il y a les services de néonatologie. Il y a plein de choses qui existent pour la précocité. Sauf que les familles, au regard de leurs difficultés, c'est celles qui passent dans les trous de la raquette. Et le DEPA, on est là pour les trous de la raquette. C'est ça. Et donc là, si j'en crois l'expérimentation, aujourd'hui, on aurait déjà réussi à sauver 2 personnes sur les 10 et les autres qui sont effectivement en cours aujourd'hui d'orientation vers la bonne structure. C'est pas sauvé parce qu'en fait, je veux dire, c'est... Mais disons que c'est des gens qui auraient été mal orientés. C'est des gens qui, s'ils n'étaient pas passés dans le DEPA, il y aurait en fait les difficultés de développement et d'apprentissage que rencontrent ces enfants de leur toute petite enfance sont, comme vous le disiez, parfois liées à un manque de stimulation, à la non-accessibilité à certaines choses. On aurait eu 2 enfants. Donc là, on aurait eu ces 10 enfants qui seraient rentrés dans le champ du handicap. Donc il y en a effectivement certains qui, de toute façon, relèvent du champ du handicap. Qui allaient y aller. Sauf qu'ils vont être pris en charge par le CESAD à 3 ans. Alors que la moyenne d'âge d'entrée du CESAD, aujourd'hui, on est sur du 9 ans. Ouais. Donc ils ont quand même gagné 6 ans. De leur... Ce qui fait que l'enquistement des troubles qu'ils auraient pu subir ne devrait pas avoir lieu, parce que la mise en place de l'accompagnement de manière précoce va leur permettre peut-être de lever un certain nombre de difficultés, tout en étant dans le champ du handicap, et de continuer une scolarisation en milieu ordinaire. Donc de ne pas vivre un parcours, comme vous disiez tout à l'heure, 100% médico-social, si ce n'est pas le parcours qui est adapté. Quand c'est le parcours qui convient, il n'y a pas de problème pour le mobiliser. Mais s'il faut après faire le travail de détricoter le pull, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a des jeunes en IME qu'on renvoie dans le milieu ordinaire, parce que comme vous disiez, ils sont plus assez ou plus du tout déficients. Voilà. Donc ils n'ont plus leur place c'est plus difficile de faire le chemin dans l'autre sens que de ne pas emprunter le chemin, en fait, c'est au clair. départ. Monsieur Maillot, on va vous laisser le mot de la fin, toujours par rapport à ce DEPA. Comment vous imaginez en fait l'extension du DEPA sur le plan national? Alors, ce qu'on aurait pu dire aussi, c'est qu'on n'est que sur 5 écoles. Donc ça, c'est vraiment une grosse réussite au regard du potentiel sur lequel on peut travailler. Aujourd'hui, c'est de le faire savoir. On ne va pas, nous, APU du Valenciennois,
accueillir toutes les personnes du secteur et des secteurs à côté. Et je pense qu'il faut faire connaître le principe et puis le développer. Faire un copier-coller dans d'autres associations. Mais justement, c'est peut-être aussi le but de l'Union nationale des APEI. Oui. De pouvoir en fait faire remonter l'information sur le plan national pour qu'elle puisse en fait être dupliquée dans d'autres associations départementales. Tout à fait, ils sont au courant, hein, je les avais mis au courant dès le départ et bon, bah, là, ils attendent les résultats. De toute façon, il faudra qu'on leur communique et puis ils vont aussi avoir ce projet de d'étendre à toute la nation en fait. Bon, on va devoir rendre l'antenne, mais moi je vous invite, si vous le voulez bien, d'ici quelques semaines ou quelques mois, à venir chez nous en plateau, en studio, pour reparler ce dispositif et de rentrer, j'allais dire, un petit peu plus encore dans le fond du sujet, peut-être avec des témoignages. Mais en tout cas, on voudrait continuer ce parcours de promotion avec vous parce que ça mérite, d'une part, que ça se sache sur notre territoire des Hauts-de-France, bien sûr, mais c'est en même temps une fierté qu'on ait un projet qui soit monté à titre expérimental ici en Hauts-de-France et qui puisse être dupliqué partout sur le territoire français. Oui, si vous me permettez d'ajouter, je l'ai dit, mais c'est vraiment un partenariat avec l'éducation nationale. Voilà, c'est très très important bien sûr de le souligner. Madame, merci. À bientôt donc de se retrouver. Monsieur le Président, merci également. Voilà, nous on se donne rendez-vous demain. Eh bien, nous serons toujours ici sur le site de l'ESAT, les ateliers du Hainaut à Anzin. Merci à nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et l'AGFIP Hauts-de-France. À demain. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.